Lorsque vous écoutez les success stories de certaines personnalités, ils vous parleront de déclic ou de mots magiques ou ce qui a créé le déclic chez eux et qui leur a fait changer donc d'avis ou de trajectoire. Aujourd'hui, avec le coach Omar Nebier, nous parlons donc du mot magique qui peut faire changer tout. Et aujourd'hui, à travers l'entretien du jour, nous allons vous dire quels sont ces mots magiques-là et comment aussi, à partir de ce mot-là, on peut changer la trajectoire de sa vie. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Mais avant ça, vous aurez l'information. C'est à travers la revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo que nous retrouverons tout à l'heure. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les éphémérides de la date d'aujourd'hui, 20 août. Alors, fidèles téléspectateurs, comment on démarre Bonjour le Faso sans dire bonjour à tout un chacun. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous. Merci. En tout cas, c'est une matinée glaciale, j'ai envie de dire, après la pluie d'hier. Merci de votre fidélité. Et parlant justement de l'eau, la pluie et tout, on sait que actuellement dans le barrage de Samadeni, c'est encore plus d'eau. Et nous irons donc à Samadeni pour la rubrique à la découverte d'eux. C'est parti pour la virgule. Et nous sommes installés à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, à Bama. Et c'est à Bama qu'on retrouve Samadeni. Et le barrage de Samadeni, autour de ce barrage, c'est un projet écotouristique, c'est un projet agricole, c'est un projet piscicole, c'est un projet économique que les autorités ont mis en place. Les travaux ne sont pas terminé complètement parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui doivent s'ajouter parce que Samadeni, ça doit être la plage artificielle du Burkina Faso où vous avez donc notamment ces restaurants, où vous avez le sable, où vous avez les paillotes, où vous avez les cocotiers, où vous pouvez faire du jet ski. Il y a certaines choses qui sont déjà possibles sur le site de Samadeni, donc on vous invite à visiter, comme d'ailleurs ces visiteurs qui ont bien voulu partager leur expérience, leur témoignage avec nous au micro de Ahmed Joël Compaoré que nous allons suivre. On a été émerveillé par ce qu'on vient de voir. C'est véritablement un joyau pour le pays, un barrage multifonctionnel, agricole, qui en tout cas permet aux populations de la localité, de tout le Burkina tout entier, en tout cas de bénéficier de ce gigantesque projet qu'est le barrage de Samadeni. Donc nous, visiter ça en marge de la SNC, rien de tel. C'est encore une découverte de plus pour notre cher Faso, les merveilles, et prier le bon Dieu que la paix règne dans ce pays, qu'on continue en tout cas de vivre d'autres projets d'envergure comme celui-là. Je suis ici à Samadeni aujourd'hui, je découvre les potentialités de notre pays, mais je suis étonnée, je me dis, mais je suis au Burkina Faso, je me dis burkinabé, et je ne connais pas ces lieux, c'est choquant. Donc le message que j'ai à l'endroit de mes frères burkinabés, c'est déjà d'essayer de connaître leur pays, de faire le tourisme interne, de découvrir nos potentialités avant de s'exporter. Parce que nous avons des merveilles, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Nous avons été émerveillés, voilà, parce que nous avons trouvé au niveau du site. Il faut noter également sur ce site-là que, au fait, il y a ce site en projet de construction et de rénovation pour permettre au fait à ce que la population puisse essayer de trouver quelque chose qui nous fait penser à la côte et au niveau de la plage également. Le projet avec le projet d'aménagement qui se trouve au niveau du barrage de Samadeni. Il y a le projet de construction pour permettre un air de pouvoir de repos, une aire de loisirs également. Ça nous permet également, lorsque nous sommes arrivés, de voir qu'il y a des projets d'infrastructures routières qui nous permettent au fait de pouvoir avoir accès facilement au site du barrage. Ceux qui n'ont pas encore visité Samadeni, nous les invitons à jeter un coup d'œil voilà, sur ce site. C'est un lieu touristique et ça permet au fait de pouvoir
découvrir le Burkina Faso dans sa diversité. Parce que moi, c'est ma deuxième fois à Samandini, par exemple. Mais cette édition-là, cette fois, ça me permet de découvrir davantage. On a pu voir d'autres beautés, d'autres potentialités du Burkina, même si c'est à travers des images. Ça fait plaisir et ça nous encourage aussi à les découvrir. À tous ces Burkinabés qui ne sont pas actuellement à Samandini, je vous invite à suivre le programme du tourisme interne, de voir les autres sites à visiter et surtout sortir de votre zone de confort pour découvrir les potentialités du Burkina, car c'est vraiment magnifique et merveilleux. C'est vraiment une très belle initiative et nous encourageons vraiment les autorités à travailler pour que ça se réalise réellement. C'est quelque chose de vraiment très bien parce qu'on a l'habitude d'entendre des biches à quelque part, Ouaga et tout cela, et dans d'autres pays. Et quand on a appris qu'il y a le biche de Samandini, on s'est dit que c'est une très belle chose. On va venir voir avec nos yeux ce qui s'est passé. Et avec ce qu'on a vu, les différentes réalisations, c'est vraiment impressionnant et ça donne envie vraiment de revenir une très prochaine fois. Alors pour ceux qui n'ont pas encore découvert, faites un effort. C'est pas très loin de Bobo. Vous faites un effort, vous arrivez, vous allez voir, il y a de formidables choses. Et le barrage, c'est vraiment impressionnant. Ça donne vraiment très envie de naviguer à l'intérieur et de profiter aussi des repas. Et bien sûr, vous avez écouté le témoignage, pour ne pas dire les témoignages des visiteurs que nous avons retrouvés au niveau donc de Samandini. Et je rappelle que nous y étions lors du lancement de la grande saison du tourisme interne. Nous y étions aussi pendant la SNC. Et c'est justement ces deux témoignages réunis que nous vous avons proposés ce matin. Témoignages de visiteurs de Samandini Biche ou de Samandini tout simplement à Bama. On vous invite d'ailleurs à aller visiter cette plage artificielle du Burkina et surtout aussi le projet. Vous avez le poisson aussi sur place et tout. Vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses. Merci d'ailleurs à Ahmed Joël Compaoré qui était avec nous pour les visites et qui a recueilli pour nous les témoignages et puis ces images de Samandini. Pour la suite, on va marquer une petite pause pour installer Alphonse et on part pour la revue de presse. D'ailleurs, la revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo que nous retrouvons. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Kiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On découvre les titres de l'actualité d'abord. Et c'est avec le journal Le Pays que nous commençons. Dans Le Pays, dans son numéro 8629, affiche ce matin Kouka Kabori, facilitateur en performance agricole et agroalimentaire, dit ceci. Le maillon faible de notre système agricole, ce sont les producteurs. Sécurité routière à Combisserie, l'opération bouclier tête refoule 1113, 1133 usagers sans casque, c'est-à-dire à la page 2 du journal Gendarmerie de Ouissa, 42,500 tonnes d'engrais et 1,290 tonnes de pesticides non homologués. 16e révélation, pollution du fleuve Nazino, la situation stabilisée selon le ministre Sombier. Ouaga, 2 débits de boissons fermés par la police municipale. Actu Sport, transfert de Cheikh Bebel Doumbouya, rejoint Rapide FC. Un autre journal, c'est le quotidien Bobolais, l'Expert du Faso. Dans sa parution du jour, on peut lire à la une portrait Patrice Ilboudou, un jeune passionné de la culture hors sol, autant le dire. Dans cette rubrique, le journal écrit Sénégal, ils vont passer tout le temps à faire la politique politicienne. Claver Bassolé, photographe professionnel, déclare ma carrière a connu un succès grâce à la presse. Réseau routier au Burkina. Ce que le ministre Michael Sidibé a dit aux populations de Bama, c'est à découvrir à la page 4 du journal L'Expert du Faso. Qu'en vacances Faso Mebo, le général Moussa Diallo encourage les enfants à cultiver le patriotisme. Samao et Semi AES 2026, volonté des pays de l'AES de renforcer leur coopération. Le journal Le Citoyen, ce quotidien d'État, à sa une ce matin, on peut lire clôture de la 2e édition du camp Vacances Faso Mebo, près de 1500 campeurs initiés aux valeurs patriotiques et civiques. Carnet de voyage à bord de ces véhicules qui défient le temps, c'est-à-dire à la page 12 et 13.
sur l'axe donc Bama et Taksim. L'autre regard, le mandat de tous les défis, c'est à lire à la page 2 dans cette rubrique du journal Sidoya. Pollution du fleuve Nazénon, la présence du cyanure confirmée, les populations invitées à la prudence. USA, près de 44 tonnes d'engrais et de pesticides non homologués saisis. Immersion patriotique obligatoire à Gawa, la religieuse Odette Kambo dans les rangs des appelés à 40 ans. Et Rémi Joyrengré, chef du service photo des éditions Sidoya, dit ceci: la photographie donne de la crédibilité à l'information. Le journal Le Quotidien est dans sa livraison de ce matin nous affiche donc une interview de Jonas Yen qui parle donc de la gestion de Burkina sous la révolution progressiste populaire. Dans ce journal Le Quotidien, Jonas Yen déclare: le mérite du président du Faso, c'est d'avoir une vision claire. Toujours avec le journal Le Quotidien, Tour féminin international du Burundi, les étalons dames classés 4e après 4 étapes, c'est-à-dire à la page 11. Journée mondiale de la photographie, 3 regards sur un métier entre passion et adaptation. Soutien de la croissance en Chine, le Premier ministre chinois appelle à des mesures fortes. C'est un autre titre du journal Le Quotidien. Terminons avec l'Observateur Palga. Non, pas pour terminer, l'Observateur Palga. À sa une ce matin, le journal dit médecine chinoise et burkinabé quand Pékin inspire Ouagadougou. Excursion Faso Tourisme. Les lauréats du Galien redécouvrent Ouaga et sa périphérie. Clôture camp vacances Faso Mebo 2026 contre vent et marée. La promo Tohiro trace le chemin de la résilience. Accord migratoire États-Unis-Afrique. Ces États poubelles à merde de Donald Trump. Gendarmerie de USA, importante saisie de pesticides et d'engrais non homologués. Un autre journal pour terminer cette fois-ci, c'est le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, dit patrimoine culturel de la Chine, Sohassan, la destination à ne pas manquer. Clôture du camp vacances Faso Mebo 2026 dans la 3e région militaire, sous la pluie et le vent. La promo Tohiro montre l'exemple de la résilience. Burkina Faso, les dépôts bancaires augmentent de 717 milliards de francs CFA. Top de départ de la campagne présidentielle au Nigeria sur 19 août. Est-ce toujours Émile Okan pour Bola Tinubu? S'interroge le journal à la page 2. Taxe additionnelle des terrains non mise en valeur. Les précisions de la DGI. Le professeur Omer Kombari, nommé consulteur pour le Vatican. Le sous-secrétaire général de l'ONU et administrateur associé du PNUD chez le Premier ministre, c'est à lire à la page 2. La BMCRF impose la règle du prix sous verrou. Le sac de riz local de 25 kg vendu à 10 000 francs par la Sonazes. Radioscopie, 107 tués par un coup de grisou au site d'orpaillage de Zamboy. Le prix de la misère et de l'insécurité. Une analyse à lire à la page 2 du journal. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. Et on revient sur quelques sujets. Nous débutons avec la 2e édition du camp vacances Faso Mebo. Hier, c'était l'apothéose, pour ne pas dire la clôture de ce camp vacances Faso Mebo. Effectivement, et dans plusieurs localités, on a pu que d'autres ont clôturé avant-hier, hier. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la 2e édition. La 2e édition donc du camp vacances Faso Mebo. Je pense que cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus d'intensité que la première, parce que c'était le début. Cette fois-ci, on a beaucoup mis aussi des ingrédients pour agrémenter la chose. Alors, l'engouement
et l'inspiration qui anime les campeurs montre que ils ont appris beaucoup de choses. Parce qu'il y a l'esprit du patriotisme qui a été enseigné, il y a l'amour de la patrie, il y a le bon comportement, le civisme qui a été enseigné, il y a tout ce qu'il faut avoir pour montrer qu'on est patriote, on aime son pays. C'est ça qui fait qu'on pourrait bâtir, construire le pays avec donc cette appellation face au Miro. Il faut retenir que ça a été un moment de les initier à connaître, à apprendre ce qui est essentiel pour notre pays, son histoire et bien d'autres choses. Je pense que ce moment passé ensemble et ces enseignements qui ont été donc appris par ces campeurs vont être utiles pour ces campeurs-là. Et je pense qu'ils pourront partager cette expérience avec leurs camarades. L'édition prochaine va aussi être une occasion pour d'autres campeurs de pouvoir vraiment bénéficier de ces enseignements-là et de pouvoir évoluer avec ce qu'ils ont appris. C'est le plus important quand on est initié dès le bas âge, à l'âge donc de ces campeurs. Et je pense que c'est très important. Une génération comme nous autres n'a pas eu cette occasion. Mais n'empêche, voilà, ce sont ceux-là qui ont eu l'occasion. Et je pense que ça sera utile pour cette génération et elle pourra aussi enseigner d'autres générations. Et il faut saluer ceux-là qui ont eu l'initiative vraiment de mettre ce système en place et que nous souhaitons que ce système-là puisse s'éterniser, puisse poursuivre au grand bonheur donc de nos enfants. Bien sûr, et on a vu hier, malgré la pluie, les enfants sous la pluie, mais contents. C'est la preuve qu'avec ce qu'ils ont eu comme enseignement, déjà ils montrent l'exemple qu'ils sont déjà résilients. C'est ça. Voilà. Merci. Deuxième sujet, pollution du fleuve Nazinon, les populations invitées à la prudence. Oui, rappelez-vous, parce que il y a eu un camion qui s'est renversé donc sur la RN1 et après le secours apporté par les services compétents, il avait été demandé aux populations de s'abstenir à utiliser l'eau du fleuve Nazinon et avant les investigations, avant les enquêtes. Et les enquêtes ont confirmé qu'effectivement, il y a du cyanure qui est tombé donc dans ce fleuve-là et que cela étant donc confirmé, les populations sont invitées à la prudence, à ne pas utiliser cette eau jusqu'à un certain moment parce que après les analyses, ça a été confirmé qu'il y a une pollution. Et lorsqu'il y a une pollution, il faut s'abstenir à utiliser l'eau de ce fleuve-là. Et non seulement ne pas utiliser pour nos besoins, ensuite éviter que les animaux aillent s'abreuver tout au long donc de ce fleuve. Et je pense que on doit s'abstenir à utiliser cette eau jusqu'à ce que les services compétents annoncent encore que, en tout cas, avec le temps, avec les pluies qui vont suivre, l'eau qui a été polluée n'est plus à l'ordre du jour. Les populations pourront donc, en tout cas, s'en procurer comme il se doit. D'accord, merci pour l'alerte, pour le rappel. Et aujourd'hui, tu fais une réflexion sur la journée, à l'occasion du moins de la journée mondiale de la photographie. C'était hier, la journée mondiale. Oui, effectivement, et les acteurs en parlaient quand on parle de la photographie. D'avant et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Bien sûr. Voilà, avant c'était un mythe. Pour avoir une image qui est passée il y a peut-être des années, il fallait donc se confier ou aller vers ces photographes-là parce qu'ils ont les archives, ainsi de suite. Mais avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est un métier qui existe toujours, mais avec beaucoup d'innovation. Quand on sait que nous sommes à l'ère donc du numérique,
ben, ils sont plus nombreux, ceux-là qui sur rue, sur ces photographes-là qui arrivent avec ces photographes pour essayer d'immortaliser certains événements. Avec les smartphones, avec les iPhones, bon, pour ne pas les citer, avec en tout cas les nouvelles technologies de la communication, le numérique, les gens essaient d'immortaliser leurs événements par eux-mêmes. Ce qui fait que c'est un métier qui existe toujours, mais qui subsiste. Parce que avec l'aide du numérique, les gens ne vont plus vers vraiment ces photographes-là pour certains besoins. Sauf vraiment de vraies cérémonies où ils sont sollicités, des mariages, des cérémonies où on n'aura pas l'occasion d'utiliser son téléphone portable. Sinon, c'est un métier qui n'est plus comme avant. Mais un métier qui existe quand même. Et là-dessus, je pense qu'il y a un journaliste de Sidoya qui a dit que le photographe donne de la crédibilité à l'information. Quand on dit qu'il y a une activité qui s'est déroulée à tel ou tel endroit, ben, ce qui peut confirmer, c'est les images qu'on va illustrer. Bien sûr, voilà. Que ce soit donc, la presse écrite. Au niveau de la presse écrite, oui, sur les images. Et ça parle, souvent l'image même parle. Sans même écrire quoi que ce soit. La seule, l'image qu'on va afficher, il y a des gens qui peuvent arriver à décrypter et à comprendre le message. Voilà. Il y a des spécialistes en la matière. Donc, vous avez beau faire de raconter et faire le récit de ce qui s'est passé, mais s'il n'y a pas des images, eh bien, les gens vont s'interroger, est-ce que c'est vrai? Bon, il n'y a pas d'image. Donc, le photographe est important et la photographie, elle est importante parce que ça donne la crédibilité à l'information. Ça, c'est du côté de la presse. Alors, dans la vie courante, ben, c'est important toujours parce que ça nous permet d'immortaliser certains événements. Pour nous-mêmes, nos familles, les archives que nous avons, les photos de des personnalités qui ont vécu, qui ont mené, en tout cas qui ont marqué l'histoire, c'est parce qu'il y a eu des photographes qui ont fait leur travail, que nous avons tous ces archives-là et que nous pouvons toujours utiliser, même dans beaucoup de domaines. Donc, je pense que c'est un métier qu'il faut toujours respecter et qu'on continuera de respecter parce que malgré la présence du numérique, la présence du numérique ne pourra pas faire disparaître ce métier. Bien sûr. Et moi, je dirais que dans ce métier-là aussi, il faut évoluer il faut évoluer avec le temps, parce qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. J'ai posé la question à un photographe que j'ai reçu une fois sur Féminin Pluriel, et puis il m'a dit, je dis, mais est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, finalement, on va vous solliciter, parce que moi je peux faire une photo sur le plateau et je mets à partir de l'intelligence artificielle, je peux changer même ma tenue, ma coiffure et changer l'arrière-plan. Et il a dit que pour lui la photographie, si tu veux faire transparaître un sentiment ou une émotion, tu vas faire appel au photographe. Maintenant, si tu veux une photo, juste pour une photo, tu vas faire appel à l'intelligence artificielle. Effectivement, ça va faire réfléchir, c'est vrai. Le photographe, il peut te capter le moment avec l'émotion. Maintenant, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Quand vous prenez les photographes qui font leur travail, je prends du côté du sport, les matchs. Il y a des photographes qui viennent, le photographe choisit un seul joueur. Et il va le suivre du début jusqu'à la fin du match. Quand il est triste, il a raté une occasion. Et ça fait un film. Il fait des photos. Elle n'a pas fini. S'il n'est pas content. Ça, c'est un travail qui n'est pas encore une habitude dans nos contrées. Et c'est de là que je pense que nous attendons toujours de ces photographes-là une évolution à ce niveau. C'est vrai qu'on fait des photos, c'est bien, mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Et je pense qu'on doit continuer à former, à innover. Non seulement nous n'avons pas le même matériel, en plus de ça, la promptitude avec laquelle les autres ont pour immortaliser certains faits, on n'est pas encore à ce niveau. Donc c'est un métier qui existe et qui mérite d'être amélioré. Et avec la formation continue, avec bien sûr le soutien, je pense qu'on pourra avoir aussi des appareils adaptés qui vont avec le numérique, qui vont avec le temps pour aider vraiment nos photographes là
être aussi au top. Mais c'est déjà pas mal, hein. Moi, j'ai suivi des publications sur Facebook où on parlait d'appareils à presque centaines de millions, hein. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il y a des photographes professionnels, surtout des jeunes photographes professionnels au Burkina qui ont des appareils. Mais on fait de la généralité. On fait de la généralité. Voilà, quand j'ai dit qu'il y a des photographes qui viennent seulement au niveau du jeu, juste pour suivre un seul joueur. Est-ce que nous pouvons le faire? Bon, ça, c'est... Nous, on fait de la généralité. Prendre tout le groupe. C'est difficile d'avoir des photos qui parlent. Des photos qui parlent. Un joueur qui rate une condition et qui insulte, le photographe peut immortaliser. Voilà. Et puis, ça peut être fait l'objet d'un titre d'un journal. Voilà. Oui. Donc, on a encore un effort à faire. Merci. En tout cas, bonne journée mondiale en différé à tous les photographes du Burkina qui aujourd'hui sont des jeunes, surtout qui sont dans l'entrepreneuriat. Ils ont leur studio, ils évoluent et puis voilà. En tout cas, ils font du bon boulot, mais comme Alphonse a dit, il y a toujours de l'évolution aussi. Merci. On va donc marquer la petite pause, le temps d'installer notre invité pour la suite de l'entretien. Aujourd'hui, nous parlons du mot magique avec le coach Omar Nebié. Quel est le mot magique qui doit créer le déclic chez vous pour changer de trajectoire et réussir votre vie? Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous l'annonçais en introduction. Coach Nebié est bien installé sur ce plateau pour nous parler du mot qui doit changer tout. Voilà, on y va pour la virgule. Invité du jour et on revient. Le mot le plus puissant qui peut faire changer votre vie. On en parle aujourd'hui avec coach Omar Nebié, qui est coach en développement personnel, chef d'entreprise. Bonjour à vous, coach. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je profite de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Medias et toutes les personnes qui ont pris cette rubrique comme étant quelque chose qu'ils vont suivre chaque jeudi à partir de 8h. Je donnerai également le meilleur de moi-même pour partager le minimum de connaissances et de compétences que j'ai pour permettre à tout un chacun de pouvoir tirer parti. Alors coach, avant de parler de ce mot puissant, on va dire quand même un mot, si vous voulez, on va parler de votre entreprise. C'est quoi le nom et qu'est-ce que vous faites au sein de votre structure? Ok. Alors, il faut dire que mon entreprise, c'est Réveil Total Africain. Je dirais, je suis le promoteur. Et Réveil Total Africain est inspiré. Toujours, je fais les choses en m'inspirant de moi-même, ma propre vie. Il a fallu un moment que je puisse me réveiller, que je puisse comprendre les choses d'une autre manière, afin que ma vie commence à changer un tout petit peu. Donc c'est de là que j'ai créé cette entreprise du nom de Réveil Total Africain, qui aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, pratiquement sur YouTube. Si vous tapez Réveil Total Africain, vous trouvez YouTube, voilà, vous allez trouver mon compte là-bas. Je suis aussi sur TikTok, Réveil Total Africain, sur TikTok là-bas je parle en français. Et Afrique Mécrée, c'est juste une traduction de Réveil Total Africain à Morée, que je suis à plus de 55 000 abonnés aujourd'hui. Je profite à saluer tous les abonnés de Afrique Mécrée, la Necro Wakato. Je me demande bien de quoi vous parlez à vos abonnés, à vos internautes sur les réseaux sociaux. Alors, je parle beaucoup plus sur le développement personnel, la prise de conscience en réalité. Et je partage aussi des informations qui ne sont pas forcément trouvées ailleurs. C'est-à-dire que c'est des informations toujours inspirées de ma propre vie, de mes propres expériences que j'ai pu accumuler dans cette petite vie que j'ai eue. Voilà. Donc, ce qui fait la particularité de mon compte TikTok Afrique Mécrée, c'est que là-bas, il n'y a pas de comédie. Là-bas, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de vidéo. Non, c'est moi-même qui sort et que je parle directement. Il n'y a pas de montage ni rien, c'est direct. Et la petite particularité est que là-bas, je ne mâche pas les mots. Ici, je suis beaucoup plus gentil. Donc là-bas, vous ne mâchez pas les mots. Non. En fait, quand on parle de développement personnel, de prise de conscience et tout ça, à quel moment un jeune ou une personne peut décider, par exemple, de faire appel ou d'aller vers un coach comme vous pour notamment changer ou prendre conscience, comme vous le dites? Ok. Pour cette question, j'aimerais tout simplement répondre par une anecdote. On dit que le fer aiguise le fer. Tout comme le fer aiguise le fer, l'être humain a besoin d'un être humain. C'est-à-dire que toute personne, il n'y a pas un moment de décider de chercher quelqu'un à qui se confier ou quelqu'un qui va lui guider à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de moment. Et j'ai lu un passage la dernière fois qu'on disait que Bill Gates continue de lire les livres des personnes qui n'ont pas lui son argent. Pour ceux qui connaissent Bill Gates, il a été l'homme le plus riche du monde pendant plus de 17 ans sans jamais être détrôné. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de lire des livres des personnes qui n'ont pas sa fortune. Donc ce qui voudrait dire qu'on a toujours besoin de l'être humain pour apprendre quelque chose de lui. Je tiens également à prendre un exemple simple. Les plus grands footballeurs que nous voyons aujourd'hui, sans forcément citer de nom, c'est sûr que son entraîneur ou bien son coach ne peut pas jouer son football. Donc on a toujours besoin d'un être humain qui va nous guider dans quelque chose dans lequel nous voulons exceller, ou encore dans notre vie de façon générale, on a toujours besoin de quelqu'un. Voilà. Donc il n'y a pas un moment déterminé comme ça qu'un jeune ou encore un parent, voilà, puisse dire bon, je vais aller chercher. Quel que soit son statut aussi. Exactement. Quel que soit son statut, son niveau de vie, sa nationalité, peu importe, on a toujours besoin de quelqu'un dans un domaine bien précis pour apprendre de lui, voilà, pour pouvoir évoluer. Oui. Et notre thème de ce matin, nous y venons. Vous parlez donc du mot puissant. Le mot le plus puissant qui peut changer notre vie. C'est ça. Comment on doit comprendre ce thème, coach?
Bon, disons qu'il existe plusieurs mots. Et comme l'alphabet français, la réussite aussi a des mots. Il y a des mots que lorsqu'on comprend, naturellement, on arrive à mieux s'en sortir. Donc, parmi les mots les plus puissants de la réussite, aujourd'hui, je parle de l'un des mots les plus puissants de la réussite. Donc, pour comprendre ça, c'est pas le mot en tant que tel qui donne une puissance. Ce n'est pas un mot forcément que lorsque tu prononces, ça te donne la réussite. Mais c'est un mot que lorsque tu le comprends, ça te permet naturellement de mieux évoluer dans ta vie. Oui. Et puis on a hâte de savoir. Ce matin, vous allez nous parler de quel mot. Et puis après, vous allez nous décortiquer sa signification. Ok. Alors, le mot le plus puissant que je m'apprête à vous partager, je voudrais tout simplement que les gens ne recevaient pas le mot juste comme ça, mais sachez que c'est très très sérieux. Et toute personne qui va vraiment s'arrêter et comprendre la profondeur de ce mot, radicalement va changer sa situation de vie, peu importe, bonne ou mauvaise. Et ce mot, si vous êtes prêt à le recevoir, c'est l'attitude. L'attitude? Oui. L'attitude de l'être humain? Yes. Ah oui? L'attitude. Mon style, il y a manière. Manière. Faut manière. Modèle. Faut mettre un modèle, quoi. Voilà. C'est le mot le plus puissant de la réussite. Que lorsque tu le comprends, il faut vivre ma katine. Voilà. Donc, il y a un tinel fa tin gul saba gul se haya tarabu mona enregistrer mais ba enregistrer ou bien après yam tin pa ma gombi sa YouTube zu bala mam dik da fa gil le banding YouTube zu ne ba tin gese soit mam le bon coupe ning TikTok zu donc ton nango ma attitude donc quand on parle de l'attitude pour revenir en français l'attitude c'est quoi, comment on définit ça, coach? OK, selon votre entendement. OK. L'attitude, c'est le comportement. Mais le comportement, ça peut être d'abord un comportement mental. C'est-à-dire que il y a deux types d'attitudes. Il y a l'attitude intérieure, je vais appeler ça mentale. Et il y a l'attitude physique qu'on peut observer à l'œil nu. Donc, je vais partir de ce principe pour mieux expliquer le mot. Lorsque nous appelons à la maison un enfant que nous voulons commissionner à la boutique, la manière dont l'enfant se comporte, on peut déjà savoir à l'avance s'il veut bien faire le travail ou pas. Ça, c'est sa manière, c'est son attitude. C'est-à-dire que de manière physique, on peut observer l'attitude de quelqu'un. L'attitude, c'est ta manière de faire les choses physiquement. Maintenant, l'attitude mentale, qui est la base du comportement physique, c'est ce pourquoi nous allons nous attarder aujourd'hui. Donc, l'attitude va revenir à ta manière de penser, ta manière de voir, ton comportement intérieur qui traduit naturellement ton comportement extérieur. Donc c'est de cette attitude intérieure que nous allons beaucoup nous pencher aujourd'hui. Oui. L'attitude intérieure. Oui. Et comment on comprend l'attitude intérieure? C'est quoi concrètement? Ok. Quand je prends un exemple simple, il y a plusieurs attitudes. Il y a l'attitude positive et il y a l'attitude négative. Si nous avons une attitude négative, naturellement, ça sera compliqué pour nous d'obtenir des résultats concrets de façon positive dans notre vie. Mais si nous avons des attitudes négatives, aussi, on va aussi avoir des résultats négatifs. Alors, pour mieux comprendre ça, on va peut-être étayer un certain nombre de maladies de l'attitude, si je peux l'appeler comme ça. Parce que si tu as mis la banque, il y a l'autre qui est bakon yi da lottery di ba ti fo menga hankali ngan tipien ya mam handa gomza min live zuga fanka fo limbe ngende ngan tip bakon wena ma yi da lottery di ba yi da wayi pe tension be bu muninga quoi. Donc l'attitude a des comment on appelle ça, la réussite a des maladies qui luttent contre et je vais dire quoi, des maladies qui luttent contre la réussite. Exactement. Donc on va peut-être étayer un certain nombre de maladies. Il y a plusieurs maladies, 6 ou 7 maladies. Et peut-être en étayant au fur et à mesure, nous allons mieux nous comprendre. Alors la première maladie de l'attitude ou l'attitude mentale négative, c'est l'indifférence. L'indifférence est une maladie en fait, mais beaucoup de personnes en souffrent, mais elles ne savent pas que c'est ça qui ronge leur réussite. C'est ça qui font qu'ils traînent beaucoup jusqu'à présent. L'indifférence, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que c'est bon, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'indifférence est une maladie grave qui attaque beaucoup de personnes et aujourd'hui se demandent pourquoi ils ne réussissent pas.
Si tu es quelqu'un, rien ne te fait chaud, rien ne te fait toi. Le haussement d'épaule. Laissez-moi vous dire que pour être un quelconque gagnant, tu dois t'énerver. Peu importe le domaine dans lequel tu veux évoluer et réussir, tu dois t'énerver. Si tu n'es pas quelqu'un qui s'énerve, c'est-à-dire que tu vois les gens évoluer, ça te dit rien, ni chaud ni froid. Tu ne mets pas le cœur dedans. Non, voilà, il n'y a pas le cœur dedans. Et puis c'est comme ça, ça reste comme ça. Non, tu dois forcément t'énerver pour quelque chose. Bon, mam vi manu kendra ahaya shoma haya win barka fo hunge toto aha shoma c'est bon la hanka shoma le nganti bakonti bakonde ngan shebe fo hanka tempam shuri ni fo nget kam vi man ken toto fo nget fo para bi fo sida vi fo woro do ba vi ma fo nget ha panne la faut pas tenir réussir. Donc il y a basi sida ton men shoma ndengan tipe, c'est-à-dire que to kayo quoi to kayo ka faut qu'un bébé la photo avance. Donc la première maladie, c'est l'indifférence. Donc c'est une attitude mentale. Il y a manière, on peut pas voir ça, mais ça commence dedans quoi. Je sais pas si voilà. Donc si on comprend ça, on va passer à une deuxième maladie. Et cette maladie, ce n'est rien d'autre que le doute. Le doute. Le doute, c'est une maladie très grave. Le type, il doute de tout. Quelqu'un qui doute, sans pâtir des manque de confiance. Je vais appeler c'est quoi? Lorsque toi tu doutes de tout, tu doutes de pouvoir subvenir à tes besoins. Tu doutes de la capacité de réussir de tes enfants. Tu doutes de tout. Le pire même c'est qu'il doute de lui-même. Est-ce que ma menga tuimana auto? Bam dam son mane ba makatui mane, c'est-à-dire que ton taba est-ce que ton akudune tankam ton nous pataton pour, c'est-à-dire que il doute de tout. Il y a bar la famille, il y a bar chneptien chnebne de vie ta amenga kamiti ya nyenga là il y a auto noy. Donc l'attitude mentale c'est la base de toute réussite. Faut manier le niveau on tar faut jouer pour man want faut on garde faut vivre ma modèle ninga ya yin l'attitude quoi ni la manière ya yin tin qui te faut avancer ni tin qui te faut reculer. Donc la deuxième c'est le doute. On ne doute plus. Si on veut réussir notre vie, on ne doit pas douter. Ne jamais douter de soi. C'est la pire des maladies qui puisse arriver à l'être humain. Douter de ses propres capacités. Cela sous-entend que cette personne, en réalité, ne croit pas à l'adage qui dit que Dieu nous a fait à son image. Loin de faire une promotion d'une religion. Mais je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Si tu crois à ça, tu ne dois plus douter de tes capacités. Tu ne dois plus douter de ta capacité de réussir ta vie. Donc, pourquoi laisser cette maladie entraver ta réussite? Non, il ne faut pas douter. Non, il ne faut pas douter. Il faut avoir une ferme conviction qu'on peut réussir sa vie. Une conviction que peu importe les situations, je vais m'en sortir, je vais réussir, je vais briller, je vais aider les gens. Ça, c'est important. Alors, troisième maladie de l'attitude. Qui freine la réussite. Qui freine la réussite. Tout ça, on décortique l'attitude. C'est le pessimisme. Le pessimisme, c'est une maladie. Moi, je suis en train de faut faut comporter la auto yikri d'abord tout. La faut quand même miti intérieurement faut même faut quoi. Il faut son mon type. Le pessimisme c'est quoi? C'est-à-dire que il voit toujours le mauvais côté des choses. Quelqu'un qui est pessimiste, il voit toujours le mauvais côté. Tu peux t'asseoir, l'expliquer un projet ou bien l'expliquer quelque chose. Dans tout ce que tu as expliqué, tout peut être bien. Mais lui, quand il t'écoute, tout ce qui est bien, il ne voit pas ça. Il voit là où il va dire que mais je ne sais pas si vous voyez ce genre de personne. Ça. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Ça c'est le doute, mais d'accord. C'est ça le pessimisme quoi. C'est-à-dire qu'il voit toujours le mauvais côté. Tu peux le dire quelque chose. Dis 10 paroles comme ça. Dans les 10 paroles, les 9 peuvent être positives et le dernier c'est négatif. Mais lui, il s'attarde sur ce qui est négatif. C'est-à-dire que le pessimiste ne pense pas qu'il y a une possibilité
il ne s'attarde pas sur la possibilité, mais il s'attarde sur le manque, sur l'insuffisance, sur les problèmes. C'est lui qui va voir par exemple une fenêtre, il veut regarder à travers la fenêtre, mais au lieu d'admirer le beau soleil qui se couche, il va plutôt voir la poussière qui est sur la fenêtre. Non, si on est pessimiste, ça sera difficile pour nous de pouvoir s'en sortir. Et d'ailleurs, pour ceux qui travaillent avec des collaborateurs, il faut savoir que le fait que tu es pessimiste, les gens n'aiment pas ton affaire, ils ne veulent pas te le dire. Personne ne veut être à la présence de quelqu'un qui est pessimiste. Tout le temps, faut t'armer sur quoi. Faut dire que non, tout le temps, faut t'armer sur. Non, ça ce n'est pas bien. Il y a bâchi si la tourne monter. Pourquoi aujourd'hui je parle d'attitude? Parce que c'est la base de la réussite. Est-ce que vous n'êtes pas, je ne sais pas, Madame Nikema, si vous avez déjà fait attention, vous partez peut-être à une boulangerie pour acheter quelque chose ou bien au restaurant pour manger, mais le serveur ou la serveuse qui est venu même pour prendre la commande, sa manière même de faire même a fait en sorte que vous-même vous êtes dégoûté déjà du restaurant. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Donc, c'est l'attitude est la base. Moi, lorsque je veux travailler avec quelqu'un, je cherche d'abord à voir quelle est son attitude. Parce qu'une seule personne négative dans ton business ou dans ton entreprise peut saper le moral de tout. Et ça peut entraîner une faillite. Les gens ont perdu beaucoup plus leur entreprise, pas parce qu'ils manquent de compétences seulement, mais parce qu'ils avaient une mauvaise attitude ou bien ils avaient des gens qui avaient de la mauvaise attitude. Ne soyons plus pessimistes. Quand tu es pessimiste, tu ne peux pas réussir comme tu le veux. Donc ça, c'est la troisième maladie, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc on a parlé du doute, on a parlé du pessimisme. Plus haut, c'était l'indifférence. Donc on va aller à la quatrième maladie de l'attitude. Ok. La quatrième maladie de l'attitude que nous devons soigneusement corriger, c'est la prudence excessive. C'est une maladie. Ce que je dis, quelqu'un peut penser par exemple que non, mais c'est sérieux. Quand tu es trop prudent, la prudence excessive peut entraîner l'auto-sabotage. La prudence excessive, c'est vouloir attendre que tout soit ouvert avant d'agir. Non, on n'aura jamais tous les feux verts avant d'agir pour notre réussite. Non. Être prudent, c'est bien d'être prudent. Mais être trop prudent peut t'amener à rater beaucoup d'opportunités. Il donc guhumenga shoma la guhumenga watulora when min shahani mengtin da tun shonga fo ante fo ni nerbin te fo ni occasion ni ne ba mi ti sabab shonga ya ben et la fo haya nedia ti fo guhumenga watulora fo timpa ma sabab shongo la guhumenga watulora nyinga tin lora ba cette mami entrepreneur yemri en tout cas yemri c'est à mon téléphone, c'est-à-dire que et la personne parle uniquement, parle couramment le français, mais en réalité c'est un mauvaise, c'est un illettré, comme on a l'habitude de le dire, qui a réussi en tout cas à un certain niveau, que je le connais ici au Burkina Faso, et je le côtoie le plus souvent. Il a dit qu'un jour, lui, il allait voir un jeune qui se bat réellement, c'est-à-dire qu'il a remarqué le jeune jusqu'à il est allé dans son entreprise, il a vu qu'il se bat. Il dit, bon, ok, donc vraiment j'ai vu que tu te bats très bien, et j'aime ça, moi je me suis battu dans la vie. Par exemple, lui, à la base, il était photographe. Je suivais l'émission tout à l'heure. Il a expliqué son parcours. Mais, il a dit, bon, ok, je vais te donner de l'argent. Je vais louer encore la cour voisine. Tu vas étendre ton entreprise et je vais te donner un peu d'argent pour te permettre de pouvoir faire. Et vous savez ce que ce jeune homme a dit? Il a dit que, je vais réfléchir d'abord avant de venir prendre l'argent. Pourtant, il a dit honnêtement que c'était de tout cœur, lui voulait lui donner de l'argent. Mais, il a dit, lui aussi il a répondu, je parle de l'entrepreneur qui a réussi, il a répondu que si tu vas aller réfléchir avant de venir prendre mon aide, je ne te donne plus mon aide. La prudence excessive, il faut être prudent, c'est bien. Être trop prudent peut te permettre de rater des opportunités. Nous avons tous vu l'histoire de Bill Gates encore, j'aime les hommes qui réussissent. Il a déjà dit à un journaliste de prendre un chèque et puis
écrit le montant qu'il veut et puis aller toucher. Mais la journaliste n'a pas écrit. Bon, je ne sais pas si elle pensait que c'était du jeu. Elle a eu peur, je ne sais pas, mais voilà. Elle n'a pas écrit de montant. N'a pas écrit de montant. Il dit que non, vous venez de perdre une opportunité. Donc la prudence excessive, là, ça a non, c'est bon, mais ça a le passage à l'action rapide, c'est la qualité des bons entrepreneurs. Ah ouais, ça peut être une opportunité de faire monter son entreprise. Exactement. Donc la prudence excessive, vraiment, c'est une maladie. Il faut hantara. Faut un jet mam il faut mikam il faut gungu menga il faut loya. Bon il a rangé faut vivre en partie déjà son abi pas son made. Faut un son mengi analihi. Bon yumni ngalo am da son mama na lampa pa mane bala. Yumni ngandal si lo am da on a rangé lan so yuma lo angesia. Est-ce que faut gungu mengi to loya a shonga faut mbi. En shon faut bon il faut mes chance. La ni vous sera pas shongo bi. Ça les a pas aidé. Donc la prudence excessive est une maladie mentale. À qui il faut modèle la mengni, faut modèle une réussite à cas comptable. Donc c'est vraiment important que nous puissions comprendre ça. Je partage tout ça parce qu'à un moment donné, certaines de ces maladies, moi aussi j'en souffrais. Oui, j'en souffrais de ça. Et comme je côtoie beaucoup de personnes aujourd'hui, je connais tellement de personnes qui souffraient aussi de ça. Donc il faut en guérir. Après vous allez nous dire comment en guérir. Donc on va aller toujours sur la liste. Je crois qu'on est au 5e. Donc pour ne pas dire la 5e maladie de l'attitude qui freine la réussite. C'est ça. Alors on va aller maintenant au 6e. La 6e maladie de l'attitude, c'est la plainte. Et la plainte, c'est, pour ne pas dire le plus grave, si on pouvait dire plus pire. C'est-à-dire que la plainte peut tuer la vie de quelqu'un. Se plaindre. C'est vraiment une maladie grave. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en souffrent. Que ce soit des jeunes, que ce soit des parents, beaucoup de personnes en souffrent. Se plaindre. Et je peux vous assurer que quelqu'un qui se plaint ne peut jamais réussir sa vie. À mon humble avis. Parce que, regardez même parmi nos enfants, si toi tu es un père de famille, mais et que parmi tes enfants, celui qui se plaint toujours, est-ce que toi-même tu es à l'aise? Non. C'est-à-dire que tu ne peux pas te plaindre et être aimé par les gens. Tous les jours, c'est toi qui te plains. Tous les jours, tu te plains. Tous les jours, tu te plains. Bon, pour les enfants, on peut dire que bon, c'est des enfants. Malheureusement, quand on devient grand et on continue de faire ça. Et surtout quand on travaille en entreprise. Oh non, c'est quand on travaille en entreprise, personne ne veut plus. C'est-à-dire que tout le monde t'évite. Si tu es quelqu'un qui a un grade dans l'entreprise, une position donnée dans l'entreprise, les gens vont te craindre ou t'éviter d'une manière. Mais bon, c'est parce qu'ils sont obligés. Sinon aussi, ils peuvent se débarrasser de toi, ils vont se débarrasser de toi. À chaque fois, tu te plains. Moi, tu te plains. Et de ta vie même, tu te plains de ta propre vie. Non. Quand tu as quelqu'un qui te plaint, il faut savoir que tu as une maladie de l'attitude que tu dois corriger. On ne doit pas se plaindre. Et je pense qu'à quelque part, dans les livres saints, même, il y a des passages qui peuvent dire que, qu'on peut interpréter pour dire que Dieu lui-même n'aime pas la plainte. Je crois que, et nous avons tous connu l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse qui conduisait les gens pour traverser le fleuve, pour aller à la terre promise et tout. Bon, quand on regarde cette histoire, on voit que la population, les gens qui le suivaient, beaucoup se plaignaient. Les gens se plaignaient de l'eau, les gens se plaignaient de la chaleur. Il fait trop chaud, il fait trop froid et ça dure. Bon, en fin de compte, je ne pense pas que dans l'histoire, ils sont arrivés à la terre promise. Si on va interpréter ça, on va dire que Dieu lui-même n'aime pas la plainte. Non, ne jamais se plaindre. Pourquoi se plaindre? Ta vie est déjà ce qu'elle est. Si tu te plains de ça, tu es en train encore d'augmenter ta situation. Lorsque tu as une situation dans ta vie, que ça soit une situation beaucoup plus terrible que tu n'as jamais vécue, ce que tu as à faire, c'est de trouver des solutions pour pouvoir t'en sortir. Tu n'as rien à gagner à te plaindre. Ou bien est-ce que mam vie mara auto. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le passé en train de se plaindre. Pour ce genre de type. Oui. Ça rechasse le passé. Ça rechasse le passé, ça se plaint. Oui, quelqu'un peut être à l'origine de ta perte. Quelqu'un peut être à l'origine de, voilà, toutes les choses négatives qui puissent arriver dans ta vie. Mais ce n'est pas la pleine fin du monde. Donc, quand tu souffres de cette maladie, il faut savoir que tu dois rapidement changer.
Se plaindre ne va jamais t'aider à atteindre un objectif de ta vie. Non. Peu importe ta situation, ne te plains pas. Voilà, faut plus te plaindre. Nous, enfin, faut rien ramener. Rien ramener. Non. Il faut être quelqu'un de sobre. Il faut être quelqu'un qui a un objectif et tu te bats pour réaliser ton objectif. Ce que les gens en feront, ok, ça ce n'est plus... Voilà, ne jamais se plaindre. Je vais insister là-dessus. Ne jamais se plaindre. Non, on ne se plaint pas. Murmurer, gémir. Non, pleurer. Et le pire dans tout ça, lamenter. Quand je parle de ça, je suis très gai parce que je sens que je suis guéri. Oui, lamenter. Nimbana, c'est-à-dire que tu veux faire, comme si tu veux faire pitié. Tu veux faire pitié vis-à-vis des uns et des autres. Oui, c'est-à-dire que non, ne voyons pas ça. Plus on parle de ça, plus on amplifie notre situation. Tout ce que nous avons à faire, c'est de pouvoir changer ça. Donc, je pense que pour la liste d'attitudes mentale négative, moi ça l'était comme ça. Waouh, donc vous nous avez donné une très bonne liste de 6 attitudes, enfin 6 attitudes ou 6 maladies de l'attitude à corriger certainement pour pouvoir atteindre la réussite. Parce qu'on a vu à travers vos exemples que justement ce sont des attitudes qu'on a souvent. On ne sait pas que ça affecte la réussite, alors que je pense que l'être humain vise la réussite. Donc c'est bien aussi, coach, de pouvoir nous donner... le chemin à suivre aussi pour corriger ces maladies de l'attitude-là, parce que je suis sûre que beaucoup qui nous regardent visent la réussite, n'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, là? Ok. De toutes ces maladies? La première des choses, c'est de se rendre compte. Se rendre compte de sa maladie. Parce que si tu vis avec une maladie que tu ne sais pas et que c'est une maladie de l'hôpital, bon, si tu ne sais pas, à la fin, ça peut te créer de graves ennuis. Donc, détecter d'abord qu'on souffre est la première des choses. Il y a de quelle maladie je souffre? Est-ce que je suis trop prudent? Est-ce que je suis indifférent? Est-ce que j'ai beaucoup de doutes? Est-ce que je me plains? C'est de détecter quel est moi honnêtement, quelle est ma maladie. Et en fonction de ça, tu pourras travailler pour changer ça. Mais comment travailler pour changer ça? Moi, j'invite tout un chacun à essayer de changer désormais les choses qu'il écoute, les choses qu'il regarde, et désormais voir la vie toujours du bon côté. C'est-à-dire que ça, c'est une action pratique que chacun peut mettre en place. C'est-à-dire que je peux choisir désormais d'écouter des bonnes choses que d'écouter des choses négatives. Je donne un exemple. Lorsque je commence ma journée en lisant des journaux qui ne parlent que des choses négatives, naturellement, je risque d'avoir une journée pleine de négativité. Je peux toujours avoir, si je me plains, je peux voir quelque chose et me dire non, ça c'est pas normal. Pourquoi un tel a dit ça? Moi, ça c'est pas normal. Bon, je vais continuer à me plaindre. Donc, ça, c'est de me couper le pont avec les choses qui peuvent me conduire toujours à répéter les mêmes erreurs et changer automatiquement les choses que j'écoute, les choses que je lis, et ça va permettre à tout un chacun de corriger son attitude mentale. Oui, parce que de mon expérience, de tout ce que j'ai pu lire et me faire former, j'ai compris que tout ce que l'être humain met dans son esprit, c'est comme des ingrédients mentaux qui va donner le plat de sa vie. C'est-à-dire que ce que un homme écoute, ce qu'un homme lit, ce qu'un homme observe, voilà, regarde, verse des ingrédients massifs dans son usine mentale qui va fabriquer la nourriture qu'il veut, qui est sa vie. Donc désormais, si on veut changer une attitude mentale ou bien même se changer soi-même de manière intérieure, il faut qu'on commence à écouter des bonnes choses, à nous entourer de bonnes choses, à lire des bonnes choses. Ça peut nous permettre de pouvoir changer notre attitude. Donc il faut commencer par là. Ouais, il faut commencer par là. Moi je me demande bien comment aussi avoir cette notion-là pour de reconnaître enfin le bon moment, de reconnaître qu'il s'agit là d'une bonne opportunité pour ne pas rater l'opportunité, par exemple, de la journaliste. Moi, je ne voudrais pas rater ça. Oui, c'est ça. À sa place, je n'aurais pas voulu rater ça parce que j'aurais mis des millions de dollars là, sur le chèque. Mais comment on fait avoir le flair aussi de reconnaître justement qu'il s'agit là de la bonne opportunité? C'est ça aussi. Ok. Le plus souvent, lorsque on ne pourra pas déterminer à tout moment s'il s'agit d'une bonne opportunité ou pas, cela il faut le reconnaître, mais je pense qu'il n'y a rien de grave qui puisse nous arriver, vraiment de grave,
à part la mort, et moi je pense qu'on ne meurt pas, on change de forme. Donc si nous sommes... oui, l'échec, une entreprise qui s'écroule, ce n'est pas grave. Non, ça c'est pas grave. Une entreprise qui s'écroule, c'est pas grave. Des années de construction, un pillage, l'incendie qui enflamme tout, tu perds tout, c'est pas grave. Non, ça c'est pas grave. Ah oui, coach? Non, ça c'est pas grave parce que tu vas apprendre de ça. Et certainement des situations arrivent dans notre vie en fonction de ce que nous déposons dans notre mentalité. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur qui a longtemps voulu méditer, bon je vais dire prier, en tout cas il a longtemps voulu un poste beaucoup plus élevé, il a longtemps voulu avoir encore un niveau dans sa vie, mais on se rend compte que en voulant ça ardemment, on lui licencie. Ah oui. Oui. C'est-à-dire que voulait évoluer dans son entreprise, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle il travaille. Il met tout en œuvre pour aller encore plus loin. Tout. Et bon matin, on le remercie. Il donne ses papiers. On va dire que c'est négatif. C'est grave parce que la famille va manger quoi? Comment tu vas te débrouiller? Les dettes et tout ça, comment tu fais? Donc ça, c'est supposé être grave. Mais le temps du chômage l'a permis de se remettre en question, de lire davantage, de se former davantage, à croiser de bonnes opportunités, à sortir croiser des gens, qu'il a mis en contact avec une nouvelle opportunité, qui l'a amené à créer une chaîne d'entreprise qui aujourd'hui vaut des millions de dollars. Encore un exemple pour dire que tout n'est pas forcément grave. Je crois que dans les forêts amazoniennes, si je ne me trompe pas, le plus souvent, il y a des incendies de grandes forêts. À regarder, nous allons dire que c'est grave, parce que quand on voit toute cette verdure dans le feu et tout ça, c'est grave. Mais c'est pas grave. Il y a des graines, que j'oublie leur nom, ils ont besoin d'une forte intensité de chaleur pour pouvoir enlever la coquillette, pour pouvoir germer. Bon, pour ces graines, ce n'est pas si grave qu'une forte intensité de chaleur puisse arriver. Il n'y a rien de grave. Lorsque quelque chose arrive dans notre vie, ne voyons pas le fait que c'est grave, voyons la situation, observons ça à l'extérieur de nous-mêmes. Ne nous collons pas aux problèmes, aux situations, non. Ce n'est pas nous, c'est une situation. On se tire et on observe la situation et on regarde le bon côté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non. Merci. Le temps est vraiment peu pour décortiquer tout, mais c'est comme cette émission, c'est une tribune de réflexion, mais c'est une réflexion aussi qui va se poursuivre après parce que vous avez l'opportunité de suivre coach Omar Nebié sur ses pages, mais également aussi de le contacter et de suivre d'autres émissions parce que chaque jeudi, il est avec nous pour développer un thème. Aujourd'hui, on a pu connaître les maladies de l'attitude qui freinent notre réussite et puis coach l'a dit, il faut balayer toutes ces maladies-là et puis voilà, foncer dans la réussite. Exactement. On va laisser vos adresses, rappeler vos comptes réseaux sociaux et puis un contact aussi pour vos bureaux. Ok. Donc pour les personnes qui veulent continuer à suivre ces émissions ou d'autres partages que je fais, peuvent aller sur YouTube et taper Triomphe d'Afrique. Comment on appelle ça? Réveil Total Africain. Voilà, pour trouver ma chaîne YouTube. Ils peuvent également taper sur TikTok. Voilà, Réveil Total Africain, là-bas je parle en français. Mais ne blani hangu mora ndate bo yarsani mora yam tinchenga TikTok Afrique nekel zulu bekele ya mor zangla mamgomna yam TikTok abene yam nam pamame. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent également être beaucoup plus approchées pour des formations beaucoup plus privées, peuvent également rejoindre mon groupe privé que j'ai décidé naturellement de partager des informations pour permettre aux gens de pouvoir s'en sortir. Je forme notamment dans le domaine de développement personnel et également dans l'entrepreneuriat numérique pour partager ce qui m'a permis de pouvoir évoluer. Parce qu'il faut noter que moi je me dis que si aujourd'hui, cette petite vie que j'ai eue qui m'a donné un certain nombre d'opportunités et que ça a changé, bon, si moi je ne suis pas en mesure de partager ça avec les gens et qui en veut puisse tirer parti, je ne pense pas que c'est nécessaire. Voilà, déjà, même si je ne le partage pas, j'ai quelque chose qui, voilà, j'ai un ensemble de choses qui me permet de pouvoir subvenir et tout ça et évoluer. Donc, je partage à ceux qui veulent apprendre beaucoup plus. Nous allons laisser un contact, coach Nebié. Pour le contact, on peut contacter le 54, le 93 07 57. C'est un contact WhatsApp. Si c'est pour rejoindre le groupe ou bien pour d'autres informations, il peut contacter la personne
pour en savoir plus. Merci beaucoup, coach Nebié. Merci beaucoup. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Que chacun prenne le contrôle de sa vie. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On espère également que cette émission vous aura été utile et que vous allez pouvoir chasser toutes ces maladies de l'attitude qui affectent votre réussite, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez investisseur, parce qu'il nous a appris la semaine dernière qu'il y a des niveaux aussi, des niveaux de personnes. Voilà. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et juste après, on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
été émerveillés par ce qu'on vient de voir. C'est véritablement un joyau pour le pays, un barrage multifonctionnel, agricole, qui en tout cas permet aux populations de la localité, de tout le Burkina tout entier, en tout cas de bénéficier de ce gigantesque projet qu'est le barrage de Samandéni. Donc nous, visiter ça en marge de la SNC, rien de tel. C'est encore une découverte de plus pour notre cher Faso, les merveilles, et prier le bon Dieu que la paix règne dans ce pays, qu'on continue en tout cas de vivre d'autres projets d'envergure comme celui-là. Je suis ici à Samandéni aujourd'hui, je découvre les potentialités de notre pays, mais je suis étonnée, je me dis, mais je suis au Burkina Faso, je me dis burkinabé et je ne connais pas ces lieux, c'est choquant. Donc le message que j'ai à l'endroit de mes frères burkinabés, c'est déjà d'essayer de connaître leur pays, de faire le tourisme interne, de découvrir nos potentialités avant de s'exporter, parce que nous avons des merveilles, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Nous avons été émerveillés, voilà, parce que nous avons trouvé au niveau du site. Il faut noter également sur ce site-là que, au fait, il y a ce site en projet de construction et de rénovation pour permettre au fait à ce que la population puisse essayer de trouver quelque chose qui nous fait penser à la côte et au niveau de la plage également. Le projet avec le projet d'aménagement qui se trouve au niveau du barrage de Samandéni. Il y a des projets de construction pour permettre un aire de pouvoir de repos, une aire de loisirs également. Ça nous permet également, lorsque nous sommes arrivés, de voir qu'il y a des projets d'infrastructures routières qui nous permettent au fait de pouvoir avoir accès facilement au site du barrage. Ceux qui n'ont pas encore visité Samandéni, nous les invitons à jeter un coup d'œil sur ce site. C'est un lieu touristique et ça permet au fait de pouvoir découvrir le Burkina Faso dans sa diversité. Parce que moi, c'est ma deuxième fois à Samandéni, par exemple. Mais cette édition-là, cette fois, ça me permet de découvrir davantage. On a pu voir d'autres beautés, d'autres potentialités du Burkina, même si c'est à travers des images. Ça fait plaisir et ça nous encourage aussi à aller découvrir. À tous ces Burkinabés qui ne sont pas actuellement à Samandéni, je vous invite à suivre le programme du tourisme interne, de voir les autres sites à visiter et surtout sortir de votre zone de confort pour découvrir les potentialités du Burkina, car c'est vraiment magnifique et merveilleux. C'est vraiment une très belle initiative et nous encourageons vraiment les autorités à travailler pour que ça se réalise réellement. C'est quelque chose de vraiment très bien parce qu'on a l'habitude d'entendre des biches à quelque part, Ouaga et tout cela, et dans d'autres pays. Et quand on a appris qu'il y a le biche de Samandéni, on s'est dit que c'est une très belle chose. On va venir voir. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission, Francis Emmanuel Zongo est bien installé pour nous dire ce qui a marqué donc la date du 20 août d'une certaine année partout dans le monde. Et ça se passe dans les éphémérides. Et il est bien installé sur ce plateau, Francis Emmanuel Zongo. Bonjour Cisco. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes ces belles âmes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV. Vous êtes dans l'émission Bonjour le Faso. Et nous consacrons ce temps d'antenne aux éphémérides, questions de regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Merci beaucoup. C'est la mémoire de l'histoire, Francis. Et donc, nous débutons les éphémérides avec la date du 20 août 1960, éclatement de la Fédération du Mali. Et oui, nous parlons de l'AES présentement dans nos trois nations. Il faut se dire que dans les années 60, il y a ce qu'on avait la Fédération du Mali, composée du Soudan français et également du Sénégal. Alors l'éclatement de la Fédération du Mali a eu lieu dans la nuit du 20 août 1960. Il marque la fin d'une union politique éphémère entre le Sénégal et le Soudan français qui est l'actuel Mali, et la rupture a donné naissance aux deux États indépendants actuels. Il faut dire que la Fédération
fédération proclamée indépendante le 20 juin 1960 a commencé rapidement à montrer les divergences entre ses dirigeants. Et le Soudan français, dirigé par Modibo Keïta, prônait un socialisme centralisé et une forte rupture avec l'ancien colonisateur. Le Sénégal, mené quant à lui par Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, défend une approche plus modérée, libérale et fédérale. À l'approche de l'élection présidentielle fédérale, les tensions s'aggravent autour du partage des rôles et du choix des hommes. Face au blocage, Modibo Keïta décharge Mamadou Dia de ses fonctions liées à la défense et à la sécurité pour s'en attribuer le contrôle. Le colonel Soumaré, chef des armes, mobilise les forces armées à Dakar et nous sommes précisément le 19 août. Dans la nuit du 19 août au 20 août, les autorités sénégalaises réagissent immédiatement. La gendarmerie et la garde républicaine, fidèles à Senghor et Dia, prennent le contrôle des points stratégiques de Dakar et arrêtent le colonel Soumaré. Réuni en pleine urgence la nuit, l'Assemblée sénégalaise vote officiellement le retrait du Sénégal de la fédération proclamée, bien sûr, l'indépendance et décrète l'état d'urgence. Le 21 août 1960, Modibo Keïta et ses ministres sont placés dans un train blindé à destination de Bamako. Aussitôt proclamé, aussitôt éclaté, c'était le 20 juin 1960 que l'indépendance de ce qu'on appelle la Fédération du Mali a eu lieu et pratiquement 2 à 3 mois plus tard, on voit l'éclatement vu ces dissensions qui existaient entre ces deux pays face au poste de choix après bien sûr l'élection présidentielle de cette fédération qui devait avoir lieu. Et bien sûr, deuxième sujet, déposition de Mohamed V. Nous sommes au Maroc, au niveau du royaume chérifien, pour parler de la déposition du roi Mohamed V, encore appelé Sidi Mohamed Ben Youssef. C'est un événement qui a eu lieu le 20 août 1953, un événement majeur de l'histoire marocaine qui est célébré chaque année sous le nom de la révolution du roi et du peuple. Comme cause de cette déposition, le sultan a refusé de se plier aux exigences de la France et a affiché dès 1944 son soutien à l'Istiklal, ce qu'on appelle le principal mouvement indépendantiste. Les autorités coloniales françaises menées par le résident général, le général Guillaume, orchestrent son éviction. Elle s'appuie sur des alliés locaux, notamment Tami El Glaoui, pour fomenter une rébellion tribale factice contre le sultan. Le 20 août 1953, la veille de l'Eid el-Kébir, l'armée française encercle le palais royal à Rabat et le sultan et ses fils sont arrêtés et embarqués de force dans un avion. Pour le remplacer, la France impose sur le trône un parent éloigné, Mohamed Ben Arafat, perçu immédiatement comme un dirigeant illégitime par la population. Et contrairement au calcul du pouvoir colonial, la déposition transforme le sultan en un véritable héros national. L'exil déclenche une vague d'attentats, de grèves et de manifestations à travers le pays. La résistance armée s'intensifie, rendant la situation intenable par la France. Face à l'insurrection généralisée, Paris est contraint de négocier. Mohamed V fait un retour triomphal le 16 novembre 1955. Quelques mois plus tard, le 2 mars 1956, le Maroc obtient officiellement son indépendance. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil, tout est ancien. Ils ont fomenté ce coup pour évincer ce dirigeant qui avait par moment refusé certaines situations émises par la colonie française. Et là, ça, on a voulu l'enterrer, mais il revient avec la force et surtout le triomphe, proclamant ainsi l'indépendance de son pays le 2 mars, bien sûr, du côté du Maroc. Troisième événement, congrès de la Souma. Oui, nous parlons de ce congrès qui a eu lieu en Algérie, précisément le 20 août 1956. Il s'agit du congrès fondateur du Front de Libération Nationale FLN et ce congrès avait pour objectif de structurer l'organisation politique et militaire de la révolution algérienne. Et au cours de ce congrès, d'importantes décisions ont été prises, à savoir l'instauration d'une direction politique pour guider les actions armées et la priorité accordée aux dirigeants restés en Algérie par rapport aux délégations externe et la réorganisation de l'Algérie en 6 zones militaires autonomes, ce qu'on appelait les wilayas, et la mise en place du Conseil national de la révolution algérienne CNRA et du comité de coordination et d'exécution CCE. Rappelons que la révolution algérienne a duré 7 ans
4 mois et 18 jours, c'est-à-dire du 1er novembre 1954 au 19 mars 1962, avec le cessez-le-feu des accords d'Évian qui a eu lieu précisément en terre française. Merci beaucoup Cisco et on termine par la journée mondiale du moustique. Aujourd'hui c'est la journée mondiale du moustique. Et oui, nous sommes en pleine saison pluvieuse et qui dit saison pluvieuse et également. Ça pique. Ah ouais. Et les moustiques piquent. Ah oui, ça pique, ça pique comme il se doit, ça prélève quelques millilitres de sang humain voilà, pour pouvoir survivre et nourrir les gîtes larvaires. Et ça également c'est une journée où on parle de journée mondiale du moustique qui est célébrée chaque année le 20 août. Mais cette journée ne vise pas à glorifier l'animal qui est l'insecte, le moustique, mais vise à sensibiliser le public aux maladies graves que transmet, bien sûr, l'insecte avec ces découvertes majeures qu'on a pu faire sur cette étude. Et cette journée rend hommage au médecin et bactériologiste britannique Sir Ronald Ross. Il faut le dire, le 20 août 1897, il a découvert des parasites dans l'estomac d'un moustique. On pourra me demander, Francis, le moustique est où même il a estomac. C'est scientifiquement prouvé. La nouvelle... c'est la science. Voilà, nous qui sommes du domaine, là, on comprend aisément voilà, l'expérience qui a été menée dès 1897. Donc, il a découvert des parasites dans l'estomac de ce moustique, la nouvelle femelle, prouvant pour la première fois que cet insecte est le vecteur du paludisme ou malaria chez l'humain. Et c'est Sir Ronald Ross lui-même qui a nommé cette journée pratiquement depuis 1897 une avancée qui lui a permis d'avoir le prix Nobel de médecine en 1902. Alors, on se rappelle de cette date, journée mondiale du moustique célébrée chaque année le 20 août. De la même occasion, on profite à dire à toutes ces personnes qui nous suivent de faire un peu le ménage autour d'eux, parce que les moustiques aiment là où ça dégage des zones, la saleté, oui, ça permet la production des gîtes larvaires et à tout moment, ça vient et on est face à la maladie qui endeuille des familles, hein, on le dit, le paludisme tue énormément, plus que certaines maladies même dites chroniques où les gens s'inquiètent, mais à la période, franchement... C'est un simple palu, c'est un simple palu. Un simple palu seulement là, tu te retrouves 6 pieds sous terre et on va demander des messes de requiem par la suite et des doigts en en point finir, et là, ce qu'on peut éviter, évitons-le tant que c'est possible. L'État a fait des pieds et des mains aujourd'hui. Il y a des moustiquaires qui vous sont distribués. Les Milda. Donc, il faut l'utiliser. Oui, utilisez vos Milda. C'est ça. On va rappeler les conseils que le SPPA lui rappelle tout le temps. C'est de nettoyer et rendre propre le cadre de vie. Donc, débarrasser vos cadres de vie des gîtes larvaires. Entendez par là les flancs d'eau que vous déposez là, les plats avec les pneus remplis d'eau sale, et puis vous laissez dans la cour des seaux d'eau avec de l'eau sale. Donc, ce sont des nids pour les moustiques. Vous jetez tout ça, vous débarrassez tout, vous rendez vos cadres de vie agréables et propres. Les eaux qui usées que vous jetez, ou bien les eaux de toilette, les prix perdus, il faut se débarrasser de ça. Et on en appelle aux grands-mères et aux mamans, voilà, c'est bien vrai, vous avez un attachement particulier avec ce qu'il convient d'appeler les makwala à l'époque. Les makwala, voilà, on garde ça jalousement depuis plusieurs décennies. Et puis on garde ça dans un coin, on ne jette pas. Même les anciennes motos, les bécanes, les CT, les BBRS, sans jouer les Zendap, c'est garé à quelque part. Mais serait-ce que dans le réservoir, les moustiques peuvent rentrer là-bas. C'est ça, un petit coin où il y a un peu d'eau seulement, il stagne, de l'eau stagnante, et eux aussi viennent, ils se déposent là-bas, et puis la nuit, pas la nuit, même la journée, les moustiques. Et puis voilà, donc les moustiquaires aussi, dormez sous les moustiquaires. On ne va pas venir faire votre bonheur malgré vous quand même. Dormez sous les moustiquaires pour éviter le paludisme et surtout aussi protégez-vous. On rappelle la nuit par exemple ou la journée, sortez avec des vêtements couverts pour éviter de se faire piquer. Parce que celui qui fait le bruit là, lui n'a pas de problème. Mais celui qui ne fait pas le bruit là, à nouvelle femelle là, c'est ça. Et ça même qui amène pas lui et autres là. D'accord. Merci beaucoup Francis. Donc voilà, merci aussi. On va s'arrêter ici. On s'arrête là. Cisco, ça sera lundi pour toi. Dieu voulant. Mais nous on est là jusqu'à demain. Demain vendredi on sera là Inch'Allah pour le dernier numéro de Bonjour le Faso. Et puis donc on dit au revoir aux fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout depuis 7h30.
jusqu'à maintenant. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique derrière. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, dans peu de temps à 12h45 pour le journal de la mi-journée sur Savan TV. En attendant de prendre bonjour de façon demain. Allez, portez-vous bien. Que